Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et pour cette addition, nous commençons, vous le savez, désormais on essaie régulièrement de proposer une chronique, un édito avant de retrouver notre partenaire du jour. Aujourd'hui c'est Jérôme Bénard, mais donc avant cela un édito proposé par Maëlys. Oui, chers auditeurs, avant votre addition du jour, permettez-moi de poser une question simple mais cruciale. Que reste-t-il de Wikipédia, cette encyclopédie autrefois libre, neutre et ouverte à tous? C'est Paul Sugy, journaliste au Figaro, qui revenait sur ce projet ambitieux qui promettait de réunir le savoir universel sans barrière ni parti pris, qui est aujourd'hui méconnaissable. La neutralité qui faisait sa force a été sacrifiée sur l'autel d'un militantisme idéologique et, disons-le franchement, du wokisme triomphant. Prenons des exemples concrets. Julien Rochdy, ancien cadre du Front National, qui est qualifié sans ambiguïté d'homme politique d'extrême droite. Pas de nuance, pas de place au débat, mais Usul, militant de la France Insoumise et ancien trotskiste par la même occasion, est présenté avec complaisance comme un simple vidéaste web. Voilà le traitement différencié que réserve Wikipédia à ceux qu'elle n'apprécie pas et à ceux qu'elle protège. À droite, on stigmatise et à gauche, on enjolive. Et cela ne s'arrête pas là. Wikipédia trise aussi ses sources journalistiques selon leur orientation politique. Valeurs actuelles extrême droite, CNews peu fiable, mais Le Monde et Libération, des journaux ouvertement orientés à gauche qui deviennent des références incontestables. Mieux encore, Arrêt sur Image, un site militant proche de certains courants idéologiques clairement à gauche et est élevé au rang de modèle journalistique. Sur Wikipédia, ce n'est pas la vérité qui compte, mais la conformité au dogme du moment. Mais cette dérive ne vient pas seulement des contributeurs, elle est encouragée et amplifiée par la fondation Wikimedia, elle-même donc, cette organisation qui contrôle le projet sous prétexte de promouvoir la diversité et l'inclusion. Des millions sont dépensés pour financer des initiatives militantes. Prenons les 100 pages, un collectif financé pour rédiger des articles uniquement sur des minorités sous-représentées. Comprenez bien, si vous êtes un homme blanc hétérosexuel, votre existence est jugée moins importante, moins digne d'intérêt encyclopédique. Et que dire de ces tentatives grotesques de réécrire la réalité? Rappelez-vous que cette initiative visant à interdire l'ancien nom des personnes transgenres, sous prétexte que mentionner leur nom de naissance serait discriminatoire. Wikipédia est-elle encore une encyclopédie ou un instrument militant destiné à remodeler la vérité selon les sensibilités du moment? Une encyclopédie participative doit présenter tous les faits, qu'ils plaisent ou non. Mais sous l'emprise du wokisme, les faits deviennent gênants, elles doivent être effacées, réinterprétées ou censurées. Et puis bien sûr, il y a eu ce dernier épisode à mi-chemin entre la farce et le drame, la fondation Wikimedia qui a failli couper les ponts avec X, donc anciennement Twitter, pour protester contre Elon Musk et ses choix de gestion. Oui, donc vous avez bien entendu, la grande encyclopédie mondiale censée être apolitique et au-dessus de tout, qui voulait manifester son indignation en quittant un réseau social. Évidemment, Elon Musk, entre deux lancements de fusées ou deux révolutions technologiques, devait sans doute être terrifié à l'idée de perdre les tweets de Wikipédia. Une décision aussi futile qu'arrogante prise en catimini par un petit militant déconnecté de toute réalité. Alors posons-nous la vraie question, Wikipédia peut-elle encore être considérée comme une encyclopédie neutre et libre? La réponse est claire, non. Ce projet capturé par une idéologie hégémonique a trahi sa mission. Ce n'est plus un espace de savoir, mais un champ de bataille où l'on impose des récits, où l'on politise le savoir et où l'on écrase tout ce qui ne correspond pas à une vision bien pensante du monde. Mais le pire, chers auditeurs, ce n'est pas que cette dérive existe, le pire, c'est que nous avons laissé faire. Par complaisance, par silence, parce que nous avons abandonné cet espace en pensant que quelqu'un d'autre s'en chargerait. Et voilà où nous en sommes, des faits réécrits, des opinions censurées et une prétendue neutralité qui masque une idéologie. Mais il n'est pas trop tard, la liberté ne se donne pas, elle se prend, elle se défend. Si nous voulons que Wikipédia redevienne un espace libre, fidèle à sa mission, alors il faut exiger des faits et pas des récits. Il faut exiger une encyclopédie qui respecte le savoir, où chacun a le droit d'informer librement sans jouer sur les sensibilités, car sans savoir, il n'y a ni vérité ni liberté. La liberté du savoir, chers auditeurs, c'est la liberté de penser, et sans cette liberté, nous ne sommes plus que des spectateurs passifs d'un monde qui se façonne sans nous. Alors refusons ce silence, refusons cet abandon, réclamons un espace où les faits priment sur les idéologies, où la vérité, même inconfortable, est respectée. Merci donc de votre fidélité à Ligne Droite et à Radio Courtoisie. Ensemble, défendons la liberté et résistons face à cette dérive wokiste qui gangrène jusqu'à nos savoirs. Vive la radio libre. Merci Maëlys pour cet édito. L'addition.
Et pour cette édition, donc, comme je le disais, nous sommes en présence de toute l'équipe et donc de Jérôme Bénard. Bonjour Jérôme Bénard. Bonjour, et très honoré de remplacer mon ami Régis Le Sommier, directeur d'Omerta, qui ne pouvait être en studio ce matin. C'est ça, on le retrouvera la semaine prochaine et en attendant, on est très content d'être avec vous. Je laisse la parole à Richard Dessès pour la première question. Jérôme, Trump a promis de faire la paix en Ukraine, Trump avait promis de faire la paix en Israël. Il a fait cette paix en Israël et Israël en profite immédiatement pour effectivement avoir une paix à Gaza, mais continuer à bombarder le Liban et la Cisjordanie. Est-ce que Trump est véritablement efficace ? Trump, il se heurte quand même à des réalités nationales, que ce soit en Ukraine avec Zelensky ou que ce soit en Israël avec Netanyahou. C'est-à-dire qu'il y a quand même des chefs d'État qui entendent défendre leur souveraineté comme n'importe quel État. Et donc, l'impérialisme américain, même si se veut un impérialisme pacifique dans ces deux cas, un impérialisme qui souhaite instaurer la paix, eh bien, il se heurte aux intérêts immédiats des pays qui sont pourtant censés être proches de lui. C'est une excellente réponse. Voilà. Très bien. Alors, un mot, on continue. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée de la mémoire des génocides, si je ne m'abuse, Richard Dessès. Alors, je sais plus Oui, si c'est le le terme 80e exact. anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est aussi une journée mondiale contre les génocides. C'est ça. Et, voilà. Donc, Et pour l'instant, il y en a certains qui ne sont pas encore reconnus. Et on s'interroge. Donc, Jérôme Bénard, quelques mots peut-être sur ces génocides? On parle beaucoup. Enfin, la question, par exemple, du génocide arménien se pose encore. Voilà. Bien entendu, voilà, il y a des génocides qui n'ont pas le droit d'exister. Par exemple, pour les Turcs, il n'y a plus de génocide arménien. Alors que même que l'Azerbaïdjan continue aujourd'hui à tenter d'éradiquer la mémoire arménienne dans les parties de montagne qu'elle a récupérées l'an dernier. Voilà, il y a beaucoup de journalistes français qui travaillent là-dessus et qui témoignent. Je pense à notre ami Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine qui fait un énorme travail pour justement qu'on n'oublie pas ce type de génocide. Et puis il y a un génocide... je ne sais pas si c'est le terme de génocide, mais en tout cas, il y a comment dire, l'héritage du communisme qui reste stratosphérique et malgré le travail de certains, on pensait à Stéphane Courtois et à d'autres, les massacres communistes en Russie, en Chine, en Europe de l'Est restent sous-documentés et présents dans les débats historiques et mémoriels. Peut-être parce que le communisme lui-même reste très présent dans la sphère politique et que donc il y a une sorte de tabou, puisque si on commence à reconnaître les crimes du communisme, forcément on s'interroge ensuite sur la légitimité de telles idées, de tels partis, de pouvoir continuer ne serait-ce qu'à se nommer ainsi. Oui, tout à fait, il y a une ambiguïté ici qui est que quand vous avez des parents communistes, vous avez du mal à accepter l'idée qu'ils ont collaboré au moins intellectuellement à un totalitarisme. Donc, on en parlera moins. Et quand soi-même, on a été communiste dans sa jeunesse, avant la chute du mur, eh bien, c'est sûr qu'on a tendance à vouloir l'oublier. Comment expliquer qu'on tienne absolument à faire la mémoire de certains génocides et pas d'autres, et qu'on refuse obstinément de tirer les bonnes conclusions? Si véritablement on doit avoir un enseignement de ce qui s'est passé en Europe au XXe siècle, dans quelle mesure l'Union européenne est-elle légitime à acheter du gaz en Azerbaïdjan? Dans quelle mesure les États-Unis sont-ils légitimes à forcer l'Union européenne à accepter la Turquie? Enfin, à quel moment peut-on considérer que le gaz ou les dollars suffisent à effacer les fautes? Ça, c'est tout le problème. Tout est de votre faute, Jérôme Bénard, je tenais à vous le dire. Tout est le problème des intérêts financiers puissants qui sont à l'œuvre dans le monde. Mais il est sûr que le champ mémoriel n'est pas purement intellectuel et fait l'objet lui-même de récupération visée politique ou économique. Surtout dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à oublier de rappeler certaines vérités si elles gênent le commerce. Maëlys Clausel parlait tout à l'heure de la guerre sur Wikipédia. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une réécriture permanente de l'histoire par la gauche pour
effacer ses fautes et justifier toutes ses actions? Il y a deux choses. Il y a premièrement une capacité de la gauche à mettre en scène son propre passé. On peut penser à des fondations comme la Fondation Jean Jaurès, on peut penser au Métron qui recense tous les acteurs de la vie sociale et française, ou en tout cas est censé le faire. Donc il y a une capacité de la gauche à façonner la mémoire, que peut-être la droite soit a moins travaillé, soit a moins eu les moyens, parce que ces fondations, ces structures sont financées notamment par l'argent public. Et je crois qu'il y a une capacité d'action mémoriale plus forte à gauche qu'à droite. Jérôme Bénard, cette réécriture de l'histoire, pourtant, c'est un argument qui est souvent utilisé par la gauche pour pouvoir décrédibiliser la droite. Si je grossis le trait, on a eu une grosse polémique là récemment sur le Puy du Fou, avec donc cet éditorialiste qui explique que le Puy du Fou, c'est la réécriture de l'histoire. Pourtant, justement, on a l'impression que le Puy du Fou s'attache à remettre au goût du jour une histoire qui est plutôt brimée, mais qui reste assez admise normalement par tous les manuels scolaires et... L'histoire a tendance, comme d'autres disciplines, à être aujourd'hui très idéologique, et la captation de l'histoire scientifique et des universités par la gauche, avec une difficulté pour les professeurs n'étant pas de gauche à progresser dans les grades universitaires et à avoir encore une liberté d'études et d'enseignement, eh bien forcément, quand vous y ajoutez en plus souvent un niveau médiocre de la part des historiens officiels de gauche qui forment une armée de militants assez peu productifs sur un plan de la diversité des centres d'intérêt et surtout la capacité de reconnaître qu'il y a différentes traditions politiques, différentes visions du monde, et bien tout cela fait que effectivement on a une vue de plus en plus biaisée de l'histoire, et l'histoire qui autrefois était un champ de bataille peut-être idéologique avec des camps plus équilibrés, eh bien ça a eu tendance ces dernières années à devenir très déséquilibré. Même de ce temps-là, il y a quand même une période de l'histoire qu'on a du mal à traiter, c'est celle du génocide vendéen. J'en parle parce qu'on parlait du Puy du Fou et de ces génocides qui ne sont toujours pas reconnus. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faudrait établir une définition très stricte du génocide et se référer seulement à ça, s'éloigner de l'idéologie, et que ça permettrait donc éventuellement de reconnaître ce génocide vendéen? Il y a un problème quand même à vouloir juridiciser l'histoire. Je crois que c'est deux disciplines assez différentes. Et en fait, le risque, c'est de faire envahir le champ historique par la morale, au lieu de s'attacher aux faits. Et donc, ce n'est pas aux historiens de définir le totalitarisme. Je crois que les historiens de gauche sérieux et les historiens de droite sérieux peuvent s'entendre sur le sujet. Quand on commence à vouloir à ériger des dogmes moraux en termes historiques, ça peut être assez gênant pour la liberté de penser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déjà une juridiction un peu de l'histoire ? Oui, mais parce que le contrôle des études historiques a été un objectif militant pour la gauche. Mais on le voit dans d'autres secteurs. On parlait du wokisme tout à l'heure. Il est sûr qu'il y a une évolution des études de droit, et les juristes se sont ouverts à toute la question wokiste, et le droit lui-même. Alors on le voit pas, mais par exemple, dans l'imaginaire collectif, l'ancienne université Paris 2, Assas, est une faculté de droite. Aujourd'hui, la majorité des professeurs sont de gauche. Alors de gauche libérale, de centre-gauche, mais en tout cas, il n'y a pas de spécificité. Et au contraire, je pense qu'en droit privé, il y a une large dérive vers en fait la reconnaissance juridique des procédés wokistes. En fait, au-delà de la pression juridique, il y a une pression universitaire, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Alors peut-être que la droite a également déserté le champ trop souvent. Hein. Peut-être que il y a eu aussi des erreurs de l'autre camp, mais en tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y aurait un rééquilibrage intellectuel dans les universités. Au contraire, je pense que
la présence de la bien-pensance de gauche n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui dans les universités françaises qui sont devenues des zones de non-droit intellectuel. Le problème, en fait, c'est que le fonctionnement de l'université, c'est un fonctionnement par cooptation. Autrement dit, un professeur qui a atteint un certain niveau, sa capacité à diriger des recherches, par exemple, l'habilitation à diriger les recherches, est capable d'avoir des disciples qui eux-mêmes auront des places. Autrement dit, on laisse s'installer des dynasties de gauche à l'intérieur de l'université française. Donc, c'est pas juste une question de production du savoir, c'est aussi une question de reproduction, comme dirait Bourdieu. On est dans un système intellectuel français où la gauche, en fait, étouffe la capacité de la droite à produire un discours. Est-ce que, à ce moment-là, le contre-discours est intéressant ? Est-ce que la droite peut exister ailleurs ? Elle peut exister dans le champ éditorial. Je pense que là, heureusement, la gauche n'arrive pas à contrôler l'ensemble des maisons d'édition, quoique on ait vu que Gallimard ait trouvé malin de se retirer du réseau social Twitter, enfin X, ex-Twitter. Voilà, donc même si dans l'édition il y a aussi des changements, il reste un champ éditorial à mon avis qui est là un gage de liberté. On ne peut pas dire que la presse soit complètement étouffée non plus. Il reste une presse de droite. Peut-être que si elle n'a pas assez de succès, c'est que les gens n'achètent pas assez et n'ont pas assez le réflexe d'aider les médias indépendants et les médias qui pensent autrement que la doxa officielle. Là, on est avant le salon de l'agriculture, nous sommes après une série de manifestations agricoles. Évidemment, le sujet a totalement disparu des médias, puisque donc il n'y a pas de crochets qui permettent d'actualité, qui permettent d'accrocher l'intérêt. Est-ce que, en ce moment, les paysans sont contents des discussions qui ont eu lieu avec le gouvernement ? Est-ce qu'ils sont tous focalisés sur le salon de l'agriculture, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas d'autres échéances qui vont leur permettre de faire véritablement entendre la voix du pays réel ? Alors, il semblerait que le Premier ministre, en tout cas c'est la position des différents syndicats, ait plutôt entendu les agriculteurs, tout du moins dans les échanges qu'il a eus avec eux. Après, il reste à faire et à prendre des actes, et la question reste entièrement posée de savoir comment on va assurer le renouvellement des générations des agriculteurs en France. Je redonne des chiffres. En 1945, on avait 36% de la population française qui travaillait dans l'agriculture. On en a aujourd'hui 1%. Et le danger, c'est que demain, on passe à moins de 1%, voire à 0,5%. Donc, c'est sûr que même s'il y a cette mémoire collective française très attachée à l'agriculture, je rappelle qu'en 1945, en Angleterre, il n'y a que 5,5% de gens qui travaillaient dans l'agriculture. Donc, ça n'a pas forgé les mêmes traditions historiques, mentales, références. Les Français se veulent des descendants d'agriculteurs, là où les Anglais se veulent peut-être plus des descendants d'ouvriers. Et ça influe sur les mentalités, mais combien de temps ce capital sympathie qui est dû à la représentation que se font les Français d'eux-mêmes et de leur histoire, combien de temps cela va sauver des paysans qui, du fait de la dérégulation de l'Union européenne, du fait du libre-échange, sont soumis à une concurrence mondiale qui ne sont pas en mesure d'assumer économiquement. Vous dites combien de temps est-ce que ça va sauver nos agriculteurs ? Vous considérez que pour le moment ça joue quand même un rôle ? Parce qu'il y en a beaucoup qui expliquent que quand bien même on aime beaucoup nos agriculteurs et quand bien même on peut soutenir leur révolte, de toute façon le pouvoir reste assez hermétique. Le pouvoir, surtout c'est la haute fonction publique qui a tendance à gérer le dossier. Je crois que le pouvoir politique, il est assez faible. Il est assez faible parce qu'il n'y a pas de majorité, et il est assez faible parce que les ministres ont un peu de mal à s'emparer des dossiers, probablement. Donc, cette période d'instabilité, c'est sûr, ne favorise pas le règlement de la question agricole. Mais en fait, la question structurelle était déjà là avant bien entendu, l'absence de majorité. Et en fait, c'est surtout que on peut penser que ceux qui détiennent le pouvoir ont d'autres chats à fouetter que d'assurer l'avenir du monde agricole français qui ne représente plus que 1% des actifs. Alors, une dernière question sur l'agriculture. Ravi Milei a décidé d'ouvrir complètement, de laisser tomber toutes les barrières douanières possibles. Le Mercosur va vraisemblablement être signé. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien que les politiques français puissent faire pour s'opposer
à ces accords de libre-échange? En fait, les politiques français sont coincés par le système qu'ils ont eux-mêmes mis en place, qui est celui des institutions européennes contemporaines. C'est-à-dire que quand on renonce à ses droits de veto, quand on renonce à avoir une possibilité de se retirer des grandes décisions prises par la Commission européenne, c'est sûr qu'on ne va pas sauver les intérêts des agriculteurs français. Comment voulez-vous qu'un agriculteur qui a 150 ou 200 hectares puisse concurrencer mondialement des fermes sud-américaines qui comptent plusieurs dizaines de milliers d'hectares ? Jérôme Bénard, on traite à nouveau un sujet international. Si vous voulez bien, le but de cette édition, c'est aussi de faire un tour d'actualité selon les spécialités de chacun. Mais j'aimerais bien vous interroger sur cette nouvelle élection de Loukachenko, si cela vous convient. Forcément, la presse s'insurge puisque, on le sait, c'est un dirigeant qui affiche des sympathies pour Vladimir Poutine, donc rien d'étonnant jusque-là. On est habitué à cela, néanmoins c'est vrai qu'on est quand même face à un dirigeant qui tient d'une main de fer son pays depuis, je crois, 94 de mémoire. Voilà, que penser de cette élection ? Je ne crois pas que ça a un poids énorme. La Biélorussie est un poids énorme dans l'espace géopolitique européen. Dans l'explosion de l'Union soviétique, toutes les anciennes républiques ont accédé à l'indépendance et les Biélorusses se sont trouvés bien malgré eux indépendants parce que entre un Biélorusse et un Russe, il y a quand même assez peu de différence. Il y a sûrement moins de différence entre les Biélorusses et les Russes qu'entre les Ukrainiens et les Russes. Donc, le Kremlin a tout intérêt à ce que cet État reste dans son giron et donc à ne pas remettre en cause les méthodes, il est vrai, assez peu démocratiques de la vie politique biélorusse. Qu'est-ce qui n'est pas démocratique en Biélorussie ? Par exemple, il paraît que les manifestants se sont tapés dessus. On n'a pas la même chose en France ? J'allais le dire. On lit dans la presse qu'il a réussi à consolider son pouvoir. Je cite France TV, profitez-en, chers auditeurs, ça arrive rarement. Il a réussi à consolider son pouvoir avec des arrestations, des violences et de longues peines de prison visant opposants, journalistes, employés d'ONG et simples manifestants. On est en droit de faire un parallèle, Jérôme Bénard ? Je ne dis pas que la France n'ait pas des aspects peu démocratiques. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu dans la répression contre les paysans. Donc, mais ce n'est pas parce que nous-mêmes, nous devons faire face aux dérives, certaines dérives de l'État français qu'il faut ne pas se rendre compte que certains pays auront plus de liberté d'opinion, de capacité. Alors, on peut se demander, comme ce fut le cas en Ukraine d'ailleurs, les manifestants sponsorisés par des ONG, financés elles-mêmes par des fondations américaines, soient totalement lavés de tout soupçon d'ingérence étrangère, et qu'un pays doit pouvoir se défendre contre les ingérences étrangères. Mais je n'ai pas l'impression quand même que la vie politique soit très vivante en Biélorussie, où le pouvoir a l'air un peu congelé. Alors qu'en France, avec par exemple le Rassemblement national qui est totalement éliminé du jeu politique, là on a affaire à quelque chose qui est chaud bouillant. Oui. Je ne sais pas s'il est éliminé du jeu politique. En tout cas institutionnel. Ah oui, non, mais qu'il y ait des barrières. Qu'il y ait des barrières déjà. Il y a des barrières, il y a des cordons, il y a des fronts, il y a des murs, il y a des remparts. On pourrait faire des échelles en fait de l'esprit d'ouverture, parce que je crois qu'il y a pire que la France, il y a la Belgique par exemple, où la droite nationale n'a pas le droit de s'exprimer dans la partie francophone dans les médias. C'est interdit par la loi. Voilà. Et quand là, certains politiques de droite libérale belge ont voulu dire qu'il faut mettre fin à ce cordon sanitaire, le directeur de la radio leur a rappelé qu'ils avaient voté la loi en question. Donc oui, non, il y a des échelles, mais le problème plus vaste effectivement probablement de la Biélorussie, c'est que le droit international a fait que cette république est devenue indépendante, mais que elle est restée très liée, et c'est son droit à la Russie. On reproche à Loukachenko de s'être fait réélire pour la 7e fois. Emmanuel Macron, désespéré de ne pas pouvoir briguer un 3e mandat, pourtant lui aussi est un homme providentiel. Est-ce que c'est vraiment un défaut de la démocratie française de ne pas pouvoir avoir Macron pendant 20 ans encore et que 1000 printemps fleurissent avec lui ? Je crois que c'était une des rares mesures intelligentes qu'avait pris Nicolas Sarkozy, de limiter le nombre de mandats, parce qu'effectivement dans la débâcle politique actuelle en France,
on pourrait on pourrait risquer d'avoir un troisième mandat d'Emmanuel Macron, alors que la majorité, 80% de la population lui est opposée. Et est-ce que l'Union européenne, qui couine quand Elon Musk offre une tribune à l'AfD, a raison de s'offusquer officiellement des élections en Biélorussie? Est-ce que ça ressemble à une ingérence ou pas du tout quand c'est l'Union européenne qui crosse un adversaire du camarade, un ami du camarade Poutine? C'est au contraire un exercice normal de la démocratie? Qu'attendre d'autre de l'Union européenne que ce type de prise de position? Là où c'est beaucoup plus insidieux, encore beaucoup plus dangereux, c'est quand on annule les élections en Roumanie, parce que les deux partis qui se partagent le pouvoir, un de droite et un de gauche, mais qui font liste commune aux élections européennes, s'aperçoivent qu'ils vont perdre le pouvoir. Et en Roumanie, on ne répétera jamais assez que l'annulation a porté non seulement contre le candidat national populiste, mais aussi contre le candidat anticorruption centriste, l'équivalent de François Bayrou en Roumanie. Donc, c'est tout simplement... Il y a vraiment des équivalents internationaux de François Bayrou? Oui. Donc, c'est pas un pur produit de peau. Je veux dire, non. On n'a même pas la propriété intellectuelle, mystique et spirituelle de François Bayrou. Il y a des clones. Oui, on peut en trouver. Non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire que il y a effectivement des dérives assez graves en termes démocratiques qui touchent même des pays de l'Union européenne. La Roumanie, c'est un pays de 20 millions d'habitants qui est dans l'Union européenne, mais ça n'intéresse assez peu les médias français. Voilà. Donc... Oui, parce qu'ils sont occupés à pointer le manque de démocratie ailleurs. Oui. Donc voilà, ils ne peuvent pas être sur tous les terrains. Bon, après voilà, on a eu la Géorgie, on a eu la Biélorussie, la Moldavie revient de temps en temps. Donc il y a de toute façon une oligarchie européenne qui a des intérêts privés autant que publics et qui se défend et se cautionne et essaye d'étendre son modèle vers l'Est au risque de provoquer bien inutilement la Russie. On ne s'est pas interrogé aussi sur ce qu'en pensent justement les Biélorusses. Est-ce que Loukachenko, bon, c'est peut-être difficile de le savoir, mais est-ce que finalement ces citoyens ne sont pas satisfaits en tout cas de ces propositions? On aurait tort de croire que les gens ne furent pas heureux en Russie soviétique ou dans les pays de l'Est, sinon ça serait invivable. Donc il y a sûrement des gens qui vivent bien en Biélorussie. Voilà. Non, mais il y a eu un excellent livre aux éditions du Cerf sur le bonheur totalitaire, où au contraire on montrait que toutes les dictatures ont réussi à créer des classes moyennes qui évidemment étaient très satisfaites du régime. Voilà, donc il y a des paradoxes dans les régimes autoritaires et le moindre on ne peut pas tenir un régime contre l'ensemble d'une population. Donc c'est qu'il y a une partie de la population qui s'y retrouve, alors qui n'est peut-être pas avec les critères de développement économique que nous exigeons. Et, on voit qu'on les exige de moins en moins d'ailleurs, parce que économiquement, on est quand même bien affaibli. Mais oui, il faut en fait faut se mettre dans la tête des Biélorusses pour pouvoir se comprendre que cet État continue sur sa lancée. Richard, Maëlys, Adèle. Non, moi je sais pas si on a le temps. Oui, encore, allez-y. Mais on a 3 minutes encore. J'aurais voulu revenir très rapidement sur Donald Trump, dont on a parlé un tout petit peu au début, puisque là, la Colombie, hier soir, il y avait des discussions vis-à-vis du rapatriement des immigrés colombiens que la Colombie refusait de récupérer parce que ils considéraient, voilà, c'était des avions militaires, donc ce n'était pas assez digne de leurs ressortissants. Et finalement, la Colombie a fini par accepter les conditions des États-Unis et donc les immigrés colombiens seront bien rapatriés comme le veulent les États-Unis dans les avions militaires. Donc ça montre quand même que Donald Trump a vraiment un véritable poids là-dessus, vis-à-vis des pays même face aux institutions, et ça pourrait peut-être inspirer la France. Non, mais il faut pas croire que les États-Unis aient un jour renoncé à procéder à des ingérences dans leur arrière-continent, c'est-à-dire notamment l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Voilà, on sait que la CIA y a souvent agi directement et que l'Amérique se considère comme le bastion avancé au sein de ce continent américain
Et donc c'est tout à fait logique que Donald Trump, comme certains de ses prédécesseurs, mettent une certaine pression sur des gouvernements sud-américains. Il nous reste 10 secondes, Jérôme Bénard. Est-ce que ça devrait nous inspirer pour nous, nos relations vis-à-vis de l'Algérie, par exemple ? C'est sûr que Donald Trump a plus de courage politique qu'Emmanuel Macron, et que ce qui est bien le problème que nous avons avec l'Algérie, du côté français, des responsabilités françaises, c'est le manque de courage politique et le fait que nos dirigeants aient toujours été tétanisés face à l'Algérie. Voilà. On finit sur ces mots, si ça vous va, Jérôme Bénard. Mais on vous réinvitera pour en parler. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pu traiter ces sujets aussi divers et variés. Et puis, on vous retrouve donc très bientôt. Merci.